これからの世界の話を。 Le nouvel et véritable antagoniste de Jujutsu Kaisen se révèle sous les traits du cerveau qui se trouve à l'intérieur du corps de Geto. Noritoshi Kamo, et il est juste majestueux, level Aizen, je vous le dis. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 46 de Jujutsu Kaisen si tu suis depuis le début de la série, ou épisode 22 si tu parles juste de la saison 2, et donc qui concerne l'incident de Shibuya, le drame de Shibuya pour les intimes, et c'est un épisode où il y a énormément de choses dont il faut parler. Encore une fois, les animateurs ont fait un travail juste merveilleux. Vraiment, cette saison 2 de Jujutsu Kaisen est juste folle. C'est l'avant-dernier épisode de cette saison. Et encore une fois, on a un épisode magnifique alors qu'il est plus doux et qu'il a une grande mission en réalité. On a perdu Mahito en tant que grand antagoniste lors du dernier épisode et c'était lui un petit peu qui portait la série jusque-là en tant que grand ennemi, étant donné que Sukuna, il a beau être là, vu qu'il est enfermé, il a ce statut où il est un petit peu bloqué par tout ce qui se passe autour de lui. En fait, il sort de temps en temps pour foutre la pagaille, on connaît, bien sûr. Mais donc là, vu qu'on n'a plus Mahito, l'épisode, et même le manga, a dû, à ce moment précis, donc relancer l'intrigue, l'antagoniste, qu'est le cerveau. Et ça a été fait de manière juste magistrale. Franchement, il semble au-dessus du lot, largement exorciste de classe S. Et ça fait plaisir. Tu vois le fossé énorme qu'il y a entre les autres et lui, alors que tu as une mêlée générale juste magnifique. Mais il y a aussi beaucoup d'explications à faire lors de cet épisode. Et c'est pour ça que je vais revenir point par point. Alors déjà, dès le début de l'épisode, alors qu'on a des plans de la ville qui sont super beaux, vraiment... Cette saison, à chaque fois, elle m'impressionne, même juste pour ça. Donc, on va avoir Panda qui va trouver Kusakabe. Et cette scène, elle est intéressante dans le sens où, en fait, nous, on fait partie de ceux qui ont suivi le parcours de Yuji. Mais là, on a un point de vue extérieur, celui de Kusakabe, qui est prof et qui connaît pas forcément Yuji, qui a pas forcément de lien avec lui. Et en voyant tout ce qui s'est passé, malgré l'amitié de Panda et compagnie, et sachant surtout que Gojo a été scellé, et ça nous avait été dit par Ino, donc celui qui travaille avec Nanami, que une fois que Gojo est scellé, alors ça change toute la donne et que même les personnes qui l'avaient sous sa protection, alors ça pouvait peut-être ne pas passer. Donc là, on a un Yuji qui a laissé, en tout cas Sukuna est sorti et a fait juste un massacre. Et donc Kusakabe, lui, il ne serait pas contre l'exécution de Yuji. Et c'est vrai qu'en fait, si on se place dans un point de vue extérieur, c'est pas si faux que ça. C'est ça qui est juste terrible, c'est que sans Gojo, t'as aucune garantie, et c'était ça depuis l'épisode 1, Gojo, c'était la garantie de Yuji. Et sans lui, c'est extrêmement compliqué. Donc, par la suite, on a notre très cher Yuji qui va donc essayer d'attraper Mahito, mais il y a Geto devant lui, et Geto qui va donc affronter Yuji, enfin Geto, la personne qui se trouve à l'intérieur du corps de Geto, mais on dira Geto comme ça, c'est plus simple, ou si vous préférez, on dira Noritoshi Kamo, mais vu que je peux pas entendre votre réponse là, on va dire Geto. Donc là, juste quand même en quelques fractions de secondes, juste faire un mini combat, juste un Yuji qui fonce sur lui, il arrivera même pas à arriver vers lui, il arrivera même pas à le toucher. Je sais pas si tu te rends compte de l'illumination, mais l'image, elle est forte en fait. Voir un Yuji qui tombe au sol juste en essayant de rattraper le corps de Geto, tu vois, en essayant de libérer Gojo, puisqu'il a la prison où se trouve Gojo. Il n'arrive même pas à s'approcher de lui et il ressort ensanglanté par toutes les possibilités et tous les fléaux qu'utilise Geto. C'est là où en fait on se rappelle à quel point le sort de Geto, il est ultra cheaté en fait. Il suffit d'avoir les bons fléaux ou bien les utiliser même juste et il aurait pu faire un carnage. Comme ce sera dit lors de cet épisode, il aurait battu Yuta s'il n'avait pas divisé ses forces et envoyé des forces donc face à Gojo et face aux autres exorcistes dans le film Zero. Le Geto n'est surtout pas à sous-estimer et surtout sa capacité. Et justement, alors qu'il va expliquer un petit peu plus de détails sur cette capacité, il dira que l'Uzumaki, donc la technique maximale, la technique ultime si tu veux, de son sort, et c'est ce qu'on peut voir avec plusieurs sorts, comme Jogo qui avait fait la météorite, sans que ce soit une extension de territoire, parce que normalement ça c'est le top des sorts dans Jujutsu Kaisen, mais donc il y a aussi ça, cette autre versant qui est donc les techniques maximales. Donc
Lui, c'est l'Uzumaki, où les fléaux, ils sont amalgamés, et donc ils se transforment en grosses boules, et ça fait un rayon laser, comme on a vu à la fin du film Jujutsu Kaisen 0. Mais il y a une autre possibilité, c'est pour les fléaux, donc de grande classe, classe S, voilà, de récupérer leur sort, et là on n'en reparle pas, mais ça reste quand même intéressant à garder en tête. Enfin bref, imaginez que Geto il tuera quelqu'un juste en touchant dans la suite, mais quoi qu'il en soit, ce sera donc tout le monde qui va commencer à arriver, mais plus que ça, surtout le personnage de Chozo. Chozo qui a eu une véritable métamorphose, parce que c'est vrai que le titre de cet épisode c'est Métamorphose 2, et ça concerne pas vraiment la transformation en tant que telle d'un personnage, parce que pour l'autre épisode c'est vrai que c'était donc Mahito qui se transformait. Là c'est vrai que tout le monde pouvait s'imaginer que Yuji, vu qu'il arrête pas de traîner par terre, tu vois, quand il tue plein de gens, quand Nobara elle meurt, il est tout le temps au sol, mais il ressemble à une chenille, alors il allait se transformer en papillon. Bah non, pas du tout en fait. Donc, cette métamorphose, bon, je pense qu'elle a plus de sens en fait en tant que titre, peut-être dans le prochain épisode, mais donc on a le Chozo qui passe d'ennemi à allié, en pensant véritablement que Yuji est son frère, et ça, c'est un point super important, dans le sens où voilà, en fait, il ressent véritablement, grâce à sa technique de manipulation de sang, quand son frère peut mourir, quand ses frères sont morts, et il a ressenti la même chose pour Yuji. Il a ressenti le lien du sang véritablement. Et là, on peut juste se dire que soit c'est vrai, et dans un sens, ça n'a aucun sens, mais c'est possible, comme il le dira, parce que justement il reconnaît en Geto donc Norito Shikamo, celui qui a la cicatrice sur la tête. Pourquoi Norito Shikamo? Parce qu'en fait c'est un exorciste qui est vraiment mal considéré, qui a un prénom qui est même tabou, et c'est pour ça que Norito, même dans la saison 1, voilà, sa mère en fait, elle aimait pas forcément le clan Kamo, elle lui avait donné le nom de cet être maléfique, voilà, enfin bref. Donc c'est un mec qui a mené des expériences, qui a créé donc les personnages comme Chozo et ses frères, en mêlant à la fois son sang, le sang, enfin une mère donc, et un fléau, voilà, issu de 3 parents, et surtout donc des êtres mi-humains, mi-fléaux, quelque chose d'assez particulier. Et donc on apprendra de ce cerveau qui se trouve dans le corps de Geto qu'il peut changer de corps. Et ça, c'est quelque chose qu'on pouvait plus ou moins déjà comprendre, étant donné qu'il s'était retrouvé dans le corps de Geto, mais même on peut se demander s'il n'est pas beaucoup plus vieux que Norito Shikamo, parce que Norito Shikamo avait aussi cette cicatrice sur la tête. Enfin bref, cicatrice, tu vois, de l'ouverture de la tête où se trouve le cerveau. On ne connaît pas encore l'âge de ce personnage, mais qui a l'air d'être lié à l'histoire même du monde de la sorcellerie, de Jujutsu Kaisen. Voilà, et donc tout est possible s'il change tout le temps de corps. Est-ce que ça pourrait être le père de Yuji? Peut-être bien. Dans tous les cas, il y a aussi cette autre possibilité que non, en fait, Yuji ne soit pas du tout son frère, et je vous rappelle que la théorie la plus populaire, donc, c'est que, en fait, Yuji, il a quelque chose de particulier, comme le dira Panda, là, dans cet épisode, ouais, t'as des phénomènes bizarres, ou quoi, parce qu'il y a Todo qui est devenu fou en voyant Yuji, t'as Chozo qui est fou aussi, qui le prend aussi pour son frère, donc, est-ce que Yuji aurait même peut-être un sort qui permet de réécrire la mémoire, et de faire en sorte que, ses ennemis deviennent ses frères? C'est complètement fou. Puis c'est encore plus fou d'imaginer que son père ce soit un cerveau, ou pas, en même temps c'est la prison de Sukuna, enfin, c'est vrai que c'est totalement fou, et le personnage de Chozo, vraiment, il va briller lors de cet épisode, alors qu'on a plein de rajouts, en fait, de la part du studio. Moi, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit un épisode entier sur ça, mais Chozo, il va gérer, tu le sens véritablement surpuissant lors de cet épisode, même limite, peut-être plus puissant que face à Yuji. Et après, dans un certain sens, c'est vrai que là, il se bat directement pour son petit frère, comme il le dira, et c'est sa principale motivation, comme on l'aura vu durant toute la série. Même si parfois je trouve qu'ils vont un petit peu trop loin dans les rajouts, en mode ouais, il peut sortir une colonne géante avec son sang et tout, enfin, et voler dans les airs je sais pas combien de temps et compagnie. C'est vrai que peut-être ça fait beaucoup pour la manipulation de sang, enfin limite j'ai l'impression qu'il est aussi puissant que de très très grands exorcistes, pas Sukuna quand même, mais voilà. Donc le personnage de Chozo est impressionnant, mais il n'arrivera pas à faire de dégâts. Donc à Geto,
Mais plus que ça, bien sûr, quand on aura vu toute l'équipe de Kyoto, ou même tous les autres exorcistes, tous ceux qui sont encore vivants, qui se sont ramenés, qui sont en capacité de se combattre face à lui, c'est impressionnant de voir à quel point le ghetto, et c'est là où, en fait, j'ai été vraiment ravi de voir cet épisode, c'est que je me souvenais dans le manga d'avoir vu quelques pages comme ça, et ça m'avait pas forcément marqué, en fait, de voir à quel point le personnage de Ghetto était puissant. Mais là, vraiment, tu sens vraiment que il gère absolument tout. Tu vois, on lui tire une balle de sniper, il fait ah ouais, c'est vrai que c'est pas mal ça. Utiliser des armes humaines, je ne suis pas contre. Je trouve que c'est vachement intelligent. Tu vois, le mec, il est en train de se faire tuer par je sais pas combien de personnes. Tout le monde veut sa peau, mais il prend tout assez légèrement parce que véritablement, il a cette aura de boss lors de cet épisode. Même la Miwa qui se donne à fond donc pour venger Mekamaru. Tu la vois qui est prête à tout, même si c'est la fin, même si elle doit plus jamais tenir une épée dans sa main, ce qui est assez bizarre à dire. Donc, voilà, elle donne son coup et il arrête juste avec sa main. Comment ne pas penser au Aizen qui a arrêté l'épée, le Bankai d'Ichigo juste avec un doigt. Vraiment, c'est monstrueux et c'est terrifiant, alors que son Uzumaki, en plus, était magnifique lors de cet épisode. En vrai, l'Uzumaki, donc la spirale, la technique ultime, maximale, donc de Ghetto, là, elle est encore plus belle que lors du film JJK 0. Je sais pas si vous vous rendez compte, on parle quand même juste d'un anime saisonnier, là. On te parle pas d'un film. Et pourtant, c'est limite plus beau. C'est fou. Enfin, c'est plus beau. J'ose le dire, oui. Franchement, c'est fou. Il est monstrueux. Il est surpuissant. Et son aura est, j'allais dire glacial, mais justement, ça fait une parfaite transition. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner votre avis en commentaire et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Avec le sbire de Sukuna, Uraume, qu'on aura vu donc juste dans cette position de sbire. Voilà, agenouillé devant Sukuna. Et en même temps, vaut mieux pas trop faire le malin avec Sukuna, qui va geler tout le monde. Quelqu'un avec un sort de glace qui réussit donc à bloquer tout le monde. Et alors que Kusakabe, il a réussi à sauver Miwa, bah, il va flipper devant même ce personnage, tu vois, en voyant que c'est un personnage qui maîtrise le sort d'inversion. Juste se soigner dans Jujutsu Kaisen, c'est vraiment une capacité folle, en fait, parce que c'est pas juste donc se soigner, mais c'est comprendre le sort d'inversion, c'est comprendre donc comment inverser l'énergie occulte, ce qui fait qu'on peut se soigner, certes, mais qu'on peut aussi inverser les sorts dans un certain sens, comme Gojo qui a utilisé le rouge à la suite de la découverte du sort d'inversion, et ça change toute la compréhension donc de l'exorcisme en fait. Et ça fait que il y a un monde entre ceux qui maîtrisent le sort d'inversion, comme Gojo qui s'est fait tuer par Toji, donc, et qui est revenu, et ceux qui ne la maîtrisent pas. Vraiment, l'écart est juste énorme. Et il a raison d'avoir peur, puisque tout le monde va être gelé, mais donc, en essayant de tuer Shozo, qui aura quand même menacé sa vie, donc on va voir un Yuji qui va le sauver, qui va sauver Shozo, et ça, quel plaisir de voir, en fait, deux frères ensemble, même si c'est complètement fou, en fait. Qui aurait pu penser? C'est ça qui est dingue dans l'incident de Shibuya, c'est que ça part tellement dans tous les sens que tu es dans des situations juste improbables. Qui aurait pu penser que Yuji sauverait la vie de Shozo et Shozo lui dirait hey, « tu m'appelles grand frère là ». C'est un grand délire et c'est ultra plaisant à voir. Et donc, voilà, alors qu'ils vont essayer de faire quelque chose, ils vont se faire regeler encore plus fort et ce sera l'arrivée de Yuki Tsukumo, exorciste de rang S, sensei de Todo, je vous le rappelle, qui avait eu cette conversation avec Ghetto avant qu'il ne devienne méchant, mais qui était assez intéressante dans le sens où, en fait, elle était vachement ouverte d'esprit, en fait. Elle recherche à ce qu'il n'y ait plus de fléau. Et donc, elle étudiait le cas de Toji, étant donné qu'il n'avait aucune trace d'énergie occulte, alors que les humains, donc, ils en produisent. Lui, on n'a aucune. Et s'il n'y a pas d'énergie occulte, bah, il n'y a pas de fléau qui naissent des mauvaises pensées et compagnie. Et Ghetto, pour lui, le moyen, c'était plus, donc, pour qu'il n'y ait plus de fléau, qu'il n'y ait que des exorcistes, que des personnes qui puissent contrôler l'énergie occulte. Enfin bref. Donc, là, on est face à ça. Un exorciste surpuissant qui vient de se ramener un Ghetto avec un énorme sourire, voilà, qui doit être content de retrouver Yuki. Enfin, ça c'est un personnage digne d'intérêt, littéralement. Uraume, donc sbire de Sukuna, qui se retrouve avec Ghetto. Je sais même pas comment ils vont faire, vu qu'ils n'arrivaient même pas à gérer le personnage de Ghetto tout seul.
Mais vraiment, je trouve que c'est un épisode qui aura réussi et rempli sa mission à la perfection. Là, même si on n'a plus Mahito, on se rend compte que la véritable menace est là et que tout ce qu'ils ont vécu, malheureusement, ça risque d'être encore pire. Ça risque d'être encore pire. C'est ça qui est fou avec l'incident de Shibuya. Et bon, il y a une scène dont j'ai pas parlé, mais en ce moment, je suis dans la sauce sur Twitter et tout, la scène de Mei Mei qui a son importance parce que voilà, ça fait le parallèle avec Nanami qu'on avait déjà. Mais je pense que je ferai une vidéo entière pour parler de ce sujet parce que vu que je me prends une grosse sauce, comme ça, au moins, je vais pouvoir m'expliquer. Moi, je trouve que elle a pas réellement d'intérêt dans le sens où, voilà, Nanami et Mei Mei, il y avait déjà ce parallèle qui était mis en avant, ou en tout cas, en fait, toute la scène, enfin je parle vraiment du moment précis où elle est à poil avec son petit frère, je trouve ça un petit peu particulier. Enfin moi j'ai du mal quand il y a des enfants et compagnie. Enfin vraiment, voilà, après ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi ça passe pas. Voilà, pour moi. Voilà, ça aurait pu être expliqué d'une autre manière, juste avec une phrase. Même, voilà, on entend Mei Mei dire oui et tout, je me mettrai tout nu dans le lit avec toi si tu fais ça. Voilà, ça aurait pu être compris complètement juste avec la phrase. Est-ce que le montrer c'était forcément nécessaire? Je ne sais pas, voilà, c'est juste ma question sur le sujet, mais j'expliquerai tout ça en détail parce qu'il y en a qui croient que j'ai pas forcément compris le parallèle entre Mei Mei et Nanami et compagnie, et c'est vrai que ça le renforce et ça montre que elle est encore plus déviante que ce qu'on croyait. Mais bref, là n'est pas le sujet. C'était un très bel épisode, quoi qu'il en soit. Tu sens que c'était la chute même du monde globalement, même avec ce passage sur Mei Mei où elle est au téléphone et tu apprends qu'elle va vendre tous ses yens. Ça y est, c'est terminé, l'économie est en train de tomber. Là, tu es dans une vidéo qui va te parler de la déflation, oui. Non, en fait, non, de l'inflation, surtout. De l'inflation, ouais, je suis un malade. Enfin bref, donc ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo. On n'est pas là pour parler de la crise immobilière 2023-2024, les taux d'intérêt et compagnie. Non, on est juste là pour dire que cet épisode était complètement fou. Vraiment un épisode qui m'aura surpris parce que le contenu, pour moi, c'est plus conclusion qu'autre chose de l'incident de Shibuya. On est à l'avant-dernier épisode, mais c'est un épisode qui tout de même, dans ses combats, aura été marquant et avec beaucoup d'explications cachées sur beaucoup de sujets et qui, au final, sont très très intéressantes à analyser. Bon, bref. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode en commentaire. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous. Et surtout, paix sur vous. My best friend!